Maintenant, mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir d'inviter sur scène une femme remarquable dont le parcours force le respect. Engagée pour la liberté, la protection de la vie privée et l'impact positif des technologies sur notre monde. Elle a dirigé la communication d'un des plus grands acteurs mondiaux de la crypto, Bitfinex, une entreprise clé du secteur détenue par Tether, l'une des sociétés, si ce n'est la société la plus rentable au monde, bien au-delà de la crypto. Elle a cofondé une agence spécialisée dans le Web3, elle accompagne de nombreux projets blockchain à fort impact et milite activement pour une plus grande place des femmes dans la fintech à travers le réseau Women in Web3. Elle est également au cœur de la publication du documentaire sur le Bitcoin au Salvador, premier pays au monde à avoir adopté Bitcoin comme monnaie légale. Elle va nous raconter ce qu'elle y a vu, ce qu'elle a ressenti et comment Bitcoin transforme concrètement la vie des gens. Merci d'accueillir chaleureusement sur scène Élodie Jallet. J'ai peur de... Merci de m'accueillir. Ça met la pression. Mais non, faut pas. Merci d'être là. Alors j'aimerais commencer par revenir sur notre première rencontre. C'était il y a quelques années à la conférence Lugano Plan B qui s'organise chaque année. Et en fait, lors de la dernière journée consacrée à la culture et au cinéma autour de Bitcoin, tu es monté sur scène pour proposer un projet aussi symbolique que puissant, signer un traité de liberté. Et donc je me souviens, il y a 2 ans, avoir signé ce traité, parce que j'étais bien évidemment d'accord avec ces idées-là. Et presque 2 ans après, on s'est rencontrés à Genève et je me suis rendu compte que j'avais signé ton traité. Donc peux-tu nous en dire plus sur ce traité? D'où t'es venue cette idée? Et ce que ça représente pour toi? Ok, merci Abel. Effectivement, en travaillant avec Bitfinex, j'ai eu l'occasion d'aller au Salvador plusieurs fois. Et l'idée, c'était de pouvoir positionner justement tous ces bitcoiners que je connais sur vraiment la liberté financière. Et puis arriver à positionner une espèce de point de vue sur la liberté financière et le Bitcoin. Donc, en même temps presque ou avant, je sais plus quelle est la chronologie, mais donc j'ai écrit un manifeste sur la liberté financière que j'avais inspiré. Donc c'était assez prétentieux sur le moment sur le manifeste des cypherpunks. Et donc un peu la peur au ventre, je suis allée demander aux cypherpunks eux-mêmes ce qu'ils pensaient de mon manifeste et je m'étais dit ce serait bien que toute la communauté Bitcoin signe ce manifeste. Donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Phil Zimmermann qui est donc l'inventeur de PGP, donc le niveau cryptographie, c'est assez intéressant. Et qui est aussi dans le groupe des cypherpunks, Adam Back, Nick Salmon, donc des personnes quand même qui sont un peu le Graal dans Bitcoin, pour leur montrer mon manifeste, bien évidemment avec Paolo qui est donc le CEO de Tether et le CFO le CTO de Bitfinex. Et donc je lui ai dit tiens si on faisait un manifeste, il m'a dit ok Banco, ta carte blanche, fais-le. Et donc j'ai écrit ce manifeste avec des règles, ce que Bitcoin est, ce que la crypto est, ce que l'objectif est de créer de la liberté financière. Et la liberté financière, elle passe par plusieurs choses, la liberté de parler, freedom of speech, la liberté de transacter, freedom of transact. Et la liberté financière en tant que telle. Et donc, en faisant ce documentaire, et quand on l'a présenté donc à Plan B, à Lugano, l'idée c'était de le faire signer par le plus de monde possible dans le monde. Et
quel était le meilleur endroit que Lugano pour ça, parce que déjà il y a des speakers d'exception, il y a la femme de Julian Assange qui l'a signé, donc tous les bitcoiners connus, et puis tous les gens qui se retrouvaient dans cette idée. Donc c'était un peu ça l'idée du manifeste. Magnifique, magnifique. Merci beaucoup. On va applaudir. Merci. Tu es également la cofondatrice de Women of Web3. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce projet? Puis j'aurai une autre question sur ça. Alors oui, Women in Web3 Switzerland, c'est une association qu'on a cofondée il y a quelques années avec plusieurs amis US, sans être fan de l'écriture inclusive. Mais on était à des conférences un peu comme aujourd'hui, ou des talks, ou des workshops. Et puis, il y avait tout le temps que des hommes sur scène, que des hommes énormément dans la salle, à part nous, toujours notre petit groupe. Et puis, on s'est dit, non, mais c'est dommage. Donc, essayons de monter quelque chose pour promouvoir les femmes qui travaillent dans la technologie, les aider. Pas du tout, c'est pas du tout un groupe qui est féministe. C'est juste un groupe qui est ouvert aux hommes. Et on s'aperçoit, ce qui est quand même hyper paradoxal, c'est que même quand on fait des events nous-mêmes, on a du mal à trouver des femmes speakers. Donc c'est quand même un monde. Mais l'idée, c'était de pouvoir proposer des speakers femmes, de pouvoir aider les femmes en créant un réseau. Donc ça s'appelle Women in Web3, mais c'est beaucoup plus large. Il y a des femmes de la finance traditionnelle qui s'intéressent aux digital assets. Il y a des développeurs, développeuses, pas comme on dit, mais il y a des ingénieurs, il y a des designers. Il y a vraiment, comme la Suisse est quand même un peu ce fleuron de la crypto et du Web3. L'idée, c'était de se rassembler et puis de s'entraider autour de ça. Et aujourd'hui, on fait des événements où on a un pool aussi de talents. Donc, on partage des offres d'emploi. Et puis, on fait des partenariats avec... là, juste en avant-première, on va faire un partenariat avec Bybit pour une très grosse opération qui s'appelle Blockchain for Her. Okay. Où il va y avoir pendant toute une année des événements pour mettre des femmes en avant, etc. Mmh. Et l'idée, c'est de s'entraîner, de créer des opportunités, et puis aussi de soutenir des projets. Donc, on fait des pitch days. Et là, notamment, après-demain, on fait quelque chose en partenariat avec l'école 42. L'école d'ingénieurs. Ouais, l'école 42, c'est l'école qui a été fondée par Xavier Niel. Et il y a des chapters un peu partout en Europe, dont un à Lausanne. Okay. Et qui font un événement qui s'appelle Women in FinTech. Et cet événement, il est constitué de workshops, ensuite de talks, en partenariat avec des banques pour aider les femmes qui soit ont un projet qu'elles veulent lancer, elles savent pas comment faire pour lancer une start-up, un projet, etc. Donc, il y a toute une journée d'accompagnement. Voilà. Magnifique. Et du coup, j'avais une question. Moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'organisateur d'événements, qu'est-ce que je peux faire ou comment je peux m'y prendre pour attirer plus de femmes à nos événements sur l'éducation financière, Bitcoin? C'est difficile parce que, en général, les femmes sont un peu plus discrètes, donc elles aiment moins se montrer. Mais après, pour faire venir plus de femmes, on peut collaborer, on peut partager des événements dans notre groupe. On est aussi ensemble dans un autre groupe qui s'appelle Crypto Monday. Ouais. Et donc le partage d'événements, tu peux interviewer d'autres membres du groupe. Okay. Là-dessus, c'est assez simple. Top. Voilà. Merci.
Oui. Est-ce qu'il manque pas d'un peu de modèles pour les femmes qu'ils soient mis en avant pour pouvoir se reconnaître? Ça, oui. Les hommes, on a tous, enfin, c'est comme ça d'avoir des modèles et qu'elle ait de pouvoir mettre en avant, voilà, une femme ou des femmes en particulier pour servir de modèle, pour en attirer plus. Alors nous, on a déjà presque 1000 membres dans notre groupe. Et je dirais, les femmes sont des hommes comme les autres. Donc, l'histoire du modèle, on n'est pas forcément obligé d'avoir une femme pour modèle. C'est juste l'appréhension en fait, et elle est un peu différente parce que je discutais tout à l'heure et il y a beaucoup de femmes qui investissent dans le monde du Bitcoin et notamment dans pas que au Salvador, mais en Afrique en particulier, là où ce sont les femmes qui gèrent les portons de la bourse. Tu parlais du Nigeria. Le Nigeria, c'est la plus grosse pénétration, donc pas de Bitcoin, mais du USDT, de Tether. En Turquie, là où justement il y a énormément d'évaluation de la livre turque. Les gens reçoivent leur salaire en Turkish Lira le lundi après-midi, ils vont changer leur salaire en crypto parce que s'ils font pas ça, ça veut dire que le lundi, ils ont l'équivalent de $100 et le vendredi, ils ont l'équivalent de $10. Donc, la crypto maintient aujourd'hui dans ce domaine-là et pas des stablecoins. Donc là, c'est pas le débat. Mais, ça en fait partie. Mais les stablecoins permettent aujourd'hui d'assurer exactement l'étymologie de leur nom, la stabilité. Donc, le président a décidé de développer cette accession au Bitcoin. Donc, il y a les bancomats où on peut acheter du Bitcoin. Et puis, surtout, au-delà de cet aspect, le Salvador, c'est un pays de café. Donc, le café, c'est une matière première qui est très, 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 très juteuse pour les traders. Et aujourd'hui, grâce au Bitcoin, donc il y a plein d'associations sur place. Il y a des gens très connus comme Max Kaiser et Stacy, où les gens ont pu planter des plants de café dans leur petit lopin de terre, où avant c'était soit des mules de drogue, soit des esclaves de gangs. Planter des grains de café, des plants de café, vendre leur café en Bitcoin et changer de vie. Vraiment. C'est-à-dire que retour à une dignité humaine, à une dignité, etc. Et quant à la dette, là où juste le FMI tout à l'heure, tu disais qu'il avait asphyxié pas mal le pays. Le FMI ne voulait pas prêter de l'argent au Salvador. Et là, la décision un peu dramatique a été que le président a dit je vais acheter un Bitcoin par jour depuis 21. C'est pour ça que son portefeuille a augmenté, qu'il s'est engagé à publier tous les jours. Ensuite, le FMI a poussé malheureusement le Salvador à reculer sur la stratégie de développer le Bitcoin comme monnaie nationale pour pouvoir octroyer en fait ce prêt. Et donc là, le président a reculé sur une partie de l'initiative, mais en même temps, ils ont développé, parce que au-delà d'être un pays de café, c'est aussi un pays de volcan. Donc, qui dit volcan dit énergie thermique. Et donc là, ils ont développé des fermes de mining autour des volcans pour pouvoir miner en fait du Bitcoin grâce à l'énergie thermique. Donc d'un côté, il a reculé sur la partie monétaire, mais il mine. Il y a un économiste français qui dit l'économie c'est de l'énergie transformée. Et là du coup avec des pays comme le Salvador, si tout simplement pour un pays pauvre qui a de l'énergie, vous êtes riche, vous pouvez devenir riche avec Bitcoin parce que vous pouvez utiliser cette énergie-là. Et je trouve ça magnifique, ça mérite un applaudissement, je pense.
En plus de toutes tes casquettes, donc entrepreneur, communicante, stratège, tu es aussi experte en cybersécurité. Tu as travaillé pour la plus grande entreprise de cybersécurité en Suisse. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce domaine au départ? Et surtout, avec ton expertise, qu'est-ce qui t'a séduite dans Bitcoin et dans les technologies qui l'entourent? Alors, c'est une question très intéressante. En fait, la cybersécurité, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment le mix entre la technologie et l'intelligence humaine. Parce que on a l'impression que la cybersécurité, c'est que des geeks avec un hoodie qui sont derrière un ordi. Le cliché. Est-ce que tu peux mettre juste le micro un peu plus loin? Donc ça, c'est un cliché. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans la cybersécurité, c'était le mix entre intelligence des situations, donc humaine, et les avancées technologiques. Et puis surtout, j'ai travaillé avec quelqu'un qui était extrêmement brillant, qui a développé des protocoles assez incroyables et qui ensuite était au cœur de la création d'une société suisse et genevoise que tout le monde connaît, qui s'appelle Taurus. Et grâce à lui, en fait, comme je m'intéresse assez souvent à comment est-ce que ça fonctionne, c'est le biais par lequel je suis entrée dans la crypto par la cryptographie. Et justement, le côté chiffrement, je serais fière de moi que je puisse pas crypter, que je dise chiffrer. Ouais. Et donc c'est vraiment l'aspect qui était intéressant dans la crypto. Et puis surtout, on a commencé à faire les analyses de plateformes crypto au tout début. Ouais. Donc c'était intéressant de rencontrer les gens qui sont derrière Cardano aujourd'hui au départ parce qu'on faisait l'assessment de leur code. Ok, magnifique. Voilà. Bien sûr. C'est normal. C'est-à-dire Canada, ils ont toujours demandé de faire leur code de la session. Alors c'est pas des exchanges parce que c'était des plateformes. Donc il y avait pas que des exchanges parce que je vois prendre la question de pourquoi Tether est pas listé. Mais Non, c'était pas ça, mais c'est une bonne question aussi. non, c'était vraiment le code. Qui s'intéresse vraiment à la cybersécurité, qui est prêt de mettre quand même de l'argent pour apporter un outil de cybersécurité. C'est ça. Ouais, parce que la sécurité c'est quand même la clé. C'est-à-dire que quand on développe un protocole ou une blockchain, si c'est pas sécurisé, après même pour aller lever pour pouvoir après aller lever des fonds, c'est une obligation. Et avoir un tiers de confiance qui a audité le code. Les transitions, elles sont un peu dures d'une question à une autre, mais j'aime beaucoup celle-ci. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était ici même, il y a quelques semaines, lors de la journée d'entreprise organisée par Decentraland. Et tu étais sur scène, tu participais à un panel avec Olivier Anselmo, député exécutif du UNHCR, donc l'Office des Nations Unies pour les réfugiés. Et tu présentais notamment l'entreprise pour laquelle tu travailles et qui accompagne des ONG directement sur le terrain. Est-ce que tu peux nous expliquer de manière concrète quel est le rôle justement de la crypto dans ces missions humanitaires et qu'est-ce qui t'a motivé avec ce projet, s'il te plaît? Alors c'est l'année dernière où j'ai rencontré les fondateurs de cette société danoise qui s'appelle Impactify. Et par rapport à ce que j'avais fait sur le Salvador, le fait de montrer qu'on pouvait créer de la liberté financière, etc. Mais il y a quand même toujours ce problème d'adoption, notamment auprès des organisations non gouvernementales, des fondations, parce que, et notamment à Genève, par exemple, la Croix-Rouge est maquée avec une banque qui s'appelle la Banque Bordier. Et quand le CICR a voulu accepter les donations aux crypto, il a fallu que la banque se mette à la crypto. Ce qui n'était pas du tout évident parce que à Genève, il y a beaucoup d'institutions qui sont assez sérieuses et qui, non pas par pur rejet, mais par manque de connaissances, ont cette résistance au changement.
Donc, il y a cette espèce d'inertie qui est très, très importante. Et donc, Impactify, donc je suis partenaire avec eux, ont développé cet outil qui permet d'accepter les donations aux crypto pour n'importe quelle organisation humanitaire. Ça existe depuis plus de 3 ans. Et c'est très simple. Donc, c'est une petite application qui est installée sur une page, comme une page de paiement classique. Et là, on peut accepter les donations en crypto. On peut accepter les donations dans 25 crypto-monnaies, évidemment Bitcoin et autres. Et surtout, les organisations ont la possibilité de swapper, donc d'échanger ces cryptos contre du fiat, si effectivement il y a un besoin nécessaire d'acheminer de l'argent en monnaie fiduciaire, donc en fiat monnaie. Et donc ils peuvent faire le switch. Ils peuvent faire un switch entre la crypto et le fiat. Et le système de rémunération d'Impactify, c'est juste de prendre une com sur l'échange. Et surtout, là, comme il y a eu cette décision américaine de couper toute l'aide financière, bon, là, la Suisse, encore une fois, sans soumettre au vote, a décidé de débloquer 284 millions de francs pour subvenir aux besoins des NGO, sans demander à la population. Donc, c'est pour une bonne cause, mais c'est quand même, encore une fois, démocratie sonique. Et aujourd'hui, donc, elles peuvent très simplement soit garder une partie, si par exemple elles ont des donations Bitcoin et qu'elles veulent garder un peu de Bitcoin en attendant que ça monte, ou tout échanger. Et ça, c'est un peu le principe d'une société qui est très active aux États-Unis, qui s'appelle The Giving Block. Wow. Et c'est la même chose, sauf que là, c'est en Europe. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que comme c'est une société danoise, c'est régulé MiCA. Et donc ça, c'est pas des moindres. Et c'est régulé aussi par la FINMA. On pouvait agir partout en Europe. Voilà. Wow, c'est magnifique. Donc ça favorise et ça simplifie la donation aux ONG. Complètement. Franchement, c'est une ligne de code. Okay. Dans le site web qui permet d'implémenter et surtout il y a des frais d'implémentation. Et là, pendant 1 an, pour lutter contre le cut américain, les frais sont gratuits. Okay. Donc l'implémentation elle est gratuite. Magnifique. Pour toutes les NGO, la seule obligation, c'est il y a quand même une due diligence qui est faite comme dans n'importe quel cadre de donation, une procédure anti-blanchiment d'argent, et il faut simplement que donc toutes les conditions soient remplies et que l'association existe depuis au moins 3 ans. Magnifique. Et ça marche pour les fondations, les ONG, pour toutes les ONG, Magnifique, c'est merveilleux. S'il vous plaît. Merci. Donc, on arrive déjà au terme de cette interview. Bon, j'espère, comme je te l'avais dit déjà il y a quelques mois et j'ai pas tenu parole, mais je vais le faire, qu'on puisse faire un vrai podcast et prendre le temps. Donc, j'aimerais, juste avant de conclure, te poser une dernière question. S'il y a dans la salle des personnes qui participent à un événement crypto, Bitcoin pour la première fois, je sais que mon approche peut paraître parfois un peu intense ou rigide. Est-ce que tu aurais un mot, un conseil ou un message à leur adresser? Alors, il y a un livre à lire qui s'appelle Bitcoin Standard. C'est la Bible. Et il est en vente ici en français. Voilà. Donc, Bitcoin Standard, je n'ai aucun intérêt avec les bénéfices de la Bible. C'est la Bible. Et ensuite, c'est comme dans n'importe quelle crypto, mais Bitcoin en particulier, c'est faire ses propres recherches. Donc, do your own research. Et on apprend tous les jours. Donc, comme le disait Abel tout à l'heure,
pour la réponse aux questions et ce gros mot là, je sais déjà. On sait jamais tout et il faut apprendre tous les jours. Et c'est en même temps ce qui est motivant aussi, c'est toujours de se... Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Élodie Jallet. Merci beaucoup.